Donc effectivement, si l'employeur devait modifier un de ces 5 éléments, il devrait absolument recueillir le consentement du salarié. Il ne pourrait pas modifier ce contrat. Il ne pourrait pas modifier ce contrat de travail, et notamment c'est un des 5 éléments, ou plusieurs d'ailleurs, sans avoir l'accord du salarié. À défaut d'accord, voilà, il y aurait une procédure bien particulière. Par contre, si l'employeur, par contre, a le pouvoir, et c'est ce qui est indiqué aussi dans cette clause, mais c'est un pouvoir qui trouve quand même quelques limites, il a le pouvoir d'organiser le travail. C'est-à-dire que les horaires, cette fois-ci on parle bien des horaires de travail, sont à la discrétion de l'employeur. Si je décide que votre horaire sera de 8h à midi et de 13h à 17h, par exemple, voilà, vous devez respecter ces horaires. Et si je veux modifier ces horaires, il m'est tout à fait possible de modifier ces horaires parce que j'ai la possibilité, moi, la prérogative quant à l'organisation du travail. Les horaires, commencement et fin, font partie de l'organisation du travail. Cette possibilité qui est offerte à l'employeur, malgré tout, trouve une limite. C'est-à-dire que s'il doit y avoir une modification des horaires comme ce qui est prévu dans la clause du contrat, les modifications ne peuvent pas être non plus au détriment de la vie privée du salarié. C'est-à-dire que si le salarié commençait d'habitude à 8h et que pour des raisons de nécessité, je demande à ce qu'il commence maintenant à 8h30 et que tout soit décalé d'une demi-heure, bon, on ne voit pas où c'est problématique quant à l'organisation de la vie privée de l'employé. Par contre, si effectivement je devais modifier les horaires en disant que voilà, maintenant le salarié commence à 10h30 et termine à 15h et reprend à 17h pour terminer à 20h, là, on peut bien comprendre. Là, on peut bien comprendre que cette modification d'horaire a un gros impact sur la vie du salarié et à partir de là, ne constitue plus un de mes pouvoirs, mais constitue plutôt l'objet d'une négociation entre le salarié et l'employeur avec obligatoirement l'accord du salarié. Alors, quant au délai qu'il est laissé au salarié quand il y a des modifications d'horaire, il n'y a pas vraiment de délai. Après, il peut y avoir, si c'est des horaires, une modification très légère, type une demi-heure de décalage, on ne voit pas pourquoi on laisserait un délai au salarié. Après, en tout cas, il n'y a pas de délai légal. Après, bien sûr, pour la paix sociale dans l'entreprise, il est bien d'en discuter quand même avec le salarié, de façon à pouvoir éviter de le prendre au dépourvu et qu'il puisse s'organiser, même si là, il n'y a qu'une demi-heure de décalage. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette clause de mobilité. Nous allons passer maintenant à la clause. Alors, je vais retrouver le TD, puisque pour ceux qui ne l'ont pas, et ça serait quand même un peu plus facile. Hop. Je vais le réafficher. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que on va voir, il y a 3, 4 grandes clauses concernant qu'il faut connaître concernant le contrat de travail. C'est la clause de mobilité, la clause de non-concurrence, la clause du délit formation et éventuellement la clause concernant la période d'essai. Il faut vous mettre les conditions d'application des clauses, les conditions nécessaires à l'application des clauses, les conditions requises. Vous les mettez sous forme de petits tirets comme ça, il y en a 3, 4 à chaque fois. Si vous les apprenez, et puis voilà, le chapitre sur la partie clause, il est calé. Alors, hop, je vais trouver ce qu'elle est.
réseau de folie sur le campus de Lille. Ça va arriver, ça va arriver. Alors, on peut quand même, si vous l'avez sous les yeux, hein, on peut quand même commencer à discuter de cette clause et se mettre en tête les 4 conditions nécessaires à la validité d'une clause de non-concurrence. Donc, une clause de non-concurrence permet à l'employeur d'empêcher, entre guillemets, le salarié d'aller travailler chez un concurrent en cas de rupture du contrat. Donc, ça impose au salarié de ne pas aller travailler pour une entreprise concurrente ou même pour une entreprise du domaine concurrent, lui impose de ne pas aller travailler dans ce type d'entreprise, afin évidemment de protéger les intérêts de l'entreprise. Alors, il y a des choses super importantes dans ce que je viens de dire. La première chose, c'est protéger les intérêts de l'entreprise. C'est le but de la clause de non-concurrence. D'accord ? Protéger les intérêts de l'entreprise. Si la clause de non-concurrence devait être activée alors qu'il n'y a aucun intérêt à empêcher le salarié d'aller travailler parce que ça ne menace pas les intérêts de l'entreprise, alors cette clause n'est pas valable. Ce que j'entends par là, c'est que ce type de clause ne peut être appliqué, ne peut être introduit dans un contrat que dans un salarié qui pourrait détenir des informations à travers son poste, qui pourraient éventuellement porter atteinte aux intérêts de l'entreprise si elles étaient utilisées dans une autre entreprise. Je vous prends un exemple. Bon, prenons toujours l'exemple du cas que l'on a sous les yeux, un agent d'assurance. Alors ce monsieur, qui a plusieurs salariés, doit avoir quand même des locaux relativement importants, et pour l'entretien de ces locaux, il emploie une femme de ménage. Bon, femme de ménage dont l'activité est le nettoyage des bureaux, vider les poubelles, enfin, tout ce que peut éventuellement faire un agent de nettoyage. Bon. Est-ce que cette personne, homme ou femme, détient des informations sur l'entreprise qui pourraient porter atteinte à ses intérêts si elles étaient utilisées dans une autre entreprise? C'est-à-dire que si cette même personne allait faire le ménage dans une autre entreprise, quelles informations pourrait-elle livrer qui seraient une menace ou qui seraient une atteinte aux intérêts de la première entreprise? Aucune, on est tous d'accord. Donc une clause de non-concurrence qui serait introduite dans le contrat d'un agent de nettoyage n'aurait aucun intérêt. Elle serait dépourvue d'intérêt et à partir de là, elle serait non applicable. Donc, puisque le but, c'est de protéger les intérêts de l'entreprise. Maintenant, si effectivement un commercial qui connaît les clients, qui connaît les tarifs de l'entreprise, qui connaît les coûts d'achat, qui connaît les marges, qui connaît les produits, etc., devait aller travailler dans une entreprise, il fait peu de doute qu'il puisse utiliser les informations qu'il connaît de façon à satisfaire sa future entreprise au détriment de la première entreprise. Dans ce cas-là, effectivement, une clause de non-concurrence prend tout son sens. Ensuite, quelles sont maintenant ces 4 conditions de validité de la clause de non-concurrence? La première condition, c'est qu'il faut que la clause de non-concurrence soit limitée géographiquement. Il faut absolument que cette limite géographique soit cohérente. C'est-à-dire que si, pour mon entreprise, la zone de chalandise, c'est-à-dire la zone où se trouvent mes clients potentiels ou où se trouvent mes clients actuels, c'est une zone, je ne sais pas moi, qui couvre 1 ou 2 départements, il n'y a pas de raison à interdire le salarié d'aller travailler dans une entreprise qui serait à l'autre bout de la France. Alors moi ici, je suis du Nord, je suis à Lille. Imaginons que mon entreprise couvre la zone avec ses clients du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme. Je ne peux pas introduire dans une clause de non-concurrence une interdiction d'aller travailler à Nice, à Marseille, à Toulouse ou à Bordeaux. Il n'y a aucun intérêt. On est encore une fois, il faut que ça menace les intérêts de l'entreprise. Or, si mon salarié va travailler après rupture du contrat de travail dans une entreprise à Bordeaux qui a un rayonnement aussi plutôt départemental, plutôt local, en quoi va-t-il menacer les intérêts de mon entreprise? Non. Donc voilà, on sait que cette clause doit être limitée dans l'espace. Ça, c'est la première chose. Elle doit être limitée aussi à un secteur d'activité.
C'est-à-dire que je ne peux pas interdire à la personne, si moi, ici, en l'espèce, on est dans un secteur de l'assurance, je ne peux pas interdire à ce commercial d'aller bosser, je ne sais pas, dans le secteur de la prêt-à-porter, du prêt-à-porter, ou de ne pas limiter du tout le secteur. Encore une fois, toujours avec cette idée en tête de protéger les intérêts de l'entreprise. Donc, limiter dans l'espace, géographiquement, limiter à un secteur d'activité. Troisième condition, c'est la limite dans le temps. Il faut que la limite, qu'il y ait une limite temporelle. C'est-à-dire que je ne peux pas lui dire, vous ne pourrez jamais aller travailler dans le secteur de l'assurance. Ici, la clause est plutôt bien faite puisqu'elle limite d'abord géographiquement à 2 départements, je crois que la Seine-et-Marne et l'Essonne. Ensuite, elle limite à un secteur d'activité, parce qu'on dit, voilà, vous ne pouvez pas aller travailler dans une autre entreprise d'assurance. Vous ne pouvez même pas, vous, créer une entreprise d'assurance, puisque, clairement, il travaillerait là, ici, en tant que dirigeant, mais quand même pour une activité du même secteur. Elle est aussi limitée en temps, puisqu'elle est limitée à 2 ans. Et la dernière condition pour que la clause soit valable, c'est que la clause doit obligatoirement entraîner une contrepartie. C'est-à-dire que le salarié, lui, voilà, il va s'empêcher d'aller travailler pendant un moment. Donc lui, il fait un effort de son côté, il donne quelque chose, puisqu'il fait abstraction d'une liberté. L'entreprise doit aussi, à ce moment-là, participer en ayant une contrepartie financière. Alors généralement, l'entreprise va verser, par exemple, pendant la durée de validité ou d'application de la clause de non-concurrence, va verser une indemnité qui sera fixée et dont je réponds à votre question tout de suite, et qui sera négociée entre le salarié, mais voilà, il faut que cette indemnité soit cohérente. D'accord. C'est-à-dire que si vous dites, bah, je te donne 10 euros par mois et tu ne vas pas bosser pendant 2 ans dans les entreprises concurrentes de la région, pas possible. On voit bien que la contrepartie est dérisoire. À partir de là, la clause ne sera pas applicable. Par contre, on peut être de l'ordre, j'ai vu il n'y a pas très longtemps dans ma vie professionnelle, une clause de non-concurrence, pardon, où le salarié ne pouvait pas aller travailler dans les entreprises concurrentes de la région, et cela pendant un an, et l'employeur lui a versé une indemnité tous les mois de 800 euros. Bon, c'est plutôt pas dérisoire, d'accord, c'est pas non plus le bout du monde, mais en tout cas, ça ne serait pas une contrepartie qui serait considérée comme dérisoire. Après, c'est quelque chose qui est négociable entre le salarié et l'employeur. Alors, vous me disiez, est-ce qu'il y a une... Oui, cela se compte en données. Alors, pour répondre à cette première question, en général, alors en même temps, voilà, il faut que ça soit logique. D'accord. Si vous dites que vous n'avez pas le droit d'aller travailler pendant 20 ans, oui, mais dans 15 ans, la personne, est-ce qu'elle détiendra encore des informations qui sont à jour, donc il n'y a plus d'intérêt à ce que... en général, ça dure entre 1 an et 3 ans maximum. Parce qu'au-delà de 3 ans, après, bah, les informations que détient le salarié, elles sont plus au goût du jour. On peut estimer qu'il n'y a plus de menaces. Il n'y a plus de menaces pour les intérêts de l'entreprise. Quelqu'un me posait la question, y a-t-il une différence entre les cadres et les agents de maîtrise? Ça, si j'ai bien compris. La question, elle est passée furtivement. Il n'y a pas de différence si l'on est agent de maîtrise ou cadre par rapport à notre statut dans l'entreprise. Alors, il n'y a pas de différence. On parle bien de cette clause de non-concurrence, hein, d'accord. Elle est applicable ou elle pourrait être introduite dans un contrat qui concerne un employé, un agent de maîtrise ou un technicien, ou encore un cadre, ou encore un cadre supérieur. Pas de souci, il n'y a pas de limite. Il y a plutôt une limite par rapport à la fonction et non pas par rapport au statut. Si c'est une fonction qui permet à l'employé, au cadre ou au technicien d'avoir des informations qui pourraient porter atteinte à l'intérêt de l'entreprise, oui, la clause prend tout son sens. Si
c'est des informations, si c'est un poste, qu'il soit salarié ou même cadre, hein, peu importe, mais dont la personne ne détient aucune information concernant l'entreprise, et qui pourrait porter atteinte à ses intérêts, à ce moment-là, la clause ne pourrait être applicable. Donc on retient limité dans le temps, limité dans l'espace, limité à un secteur d'activité et contrepartie obligatoire avec cette idée générale de protection des intérêts de l'entreprise. Y a-t-il des questions? Pas de questions par rapport à ces deux clauses. On va pouvoir passer à la deuxième partie du TD. Alors, je vais enfin retrouver mon TD. Je le faisais peut-être. Hop, je vais pouvoir vous le projeter. Alors, on va agrandir un peu ça. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, a priori, il y a plusieurs choses qui se mélangent. D'accord? On est au milieu de la période d'essai. Alors, on imagine, on ne dit pas, mais je pense que monsieur Roger a décidé de recruter monsieur B en CDI. Et on se retrouve au milieu de la période d'essai. Et au milieu de la période d'essai, monsieur Roger entend modifier la rémunération du salarié. Celui-ci lui dit qu'il n'est pas d'accord. Pour l'instant, pas trop de soucis, puisqu'on sait que la rémunération du salarié, c'est un élément essentiel du contrat de travail, et que si on veut la modifier, alors qu'on soit pendant la période d'essai ou après la période d'essai, peu importe, hein, à partir du moment où le contrat a été conclu, il prend toute sa force obligatoire. Son critère d'intangibilité lui est reconnu, c'est-à-dire que le contrat ne peut pas être modifié, sauf si les parties en sont d'accord. Et ça, c'est valable pour n'importe quel contrat, pas seulement pour un contrat de travail, mais pour tout autre contrat. Donc, à partir du moment où le contrat doit être modifié, il faut que les deux parties soient d'accord. Une seule partie ne peut pas modifier, c'est le caractère intangible du contrat. Donc ici, c'est encore plus valable en droit du travail, concernant les contrats de travail, et notamment quand ça touche à un des éléments essentiels. Donc l'employeur entend modifier le contrat de travail concernant les rémunérations. Il l'indique au salarié, le salarié lui indique qu'il n'est pas d'accord, et l'employeur décide de licencier le salarié. Enfin, décide, pas de licencier, de rompre le contrat de travail. C'est autre chose. Le licenciement, c'est un mode de rupture parmi tant d'autres. Ici, il décide de rompre le contrat de travail. Le tout est de savoir est-ce qu'il peut-il le faire. Alors, dans ce type d'exercice, il faut regarder où on est dans le temps. On nous dit qu'on est au milieu de la période d'essai. Alors, essayons déjà de situer. Il ne peut pas le faire. Je suppose que c'est non à la question. Alors, un non comme ça, ça ne vaut pas grand-chose. Malheureusement, je suis désolé de vous le dire. Ça ne vaut pas grand-chose parce que vous ne justifiez pas. Alors, si vous voulez m'écrire ou prendre la parole, je crois que c'était Georgien, voilà. Je pense qu'il n'a pas le droit, oui, mais vous ne me dites pas pourquoi, Georgien. Si vous me dites pourquoi. Alors, par contre, Vincent me dit que lui, il serait plutôt d'accord parce qu'il justifie. Oui, je sais bien qu'il n'a pas le droit de rompre la période, mais pourquoi selon vous, alors que Vincent, lui, me dit qu'il peut, parce qu'on est en période d'essai, il peut rompre le contrat parce qu'on est en période d'essai. Vous me dites non, il ne peut pas rompre le contrat. Si vous avez d'autres éléments à m'indiquer, je suis preneur. Alors, Ophélie me dit, elle, il ne peut pas parce qu'il touche à une condition essentielle. La rémunération est une clause du contrat.
puis, c'est même une des clauses essentielles, alors mais il ne peut pas car le salaire peut être une raison pour le licenciement. D'accord. Okay, c'est pas mal. Voilà, je veux des idées, hein, même si la période d'essai, on ne peut pas la rompre. D'accord. C'est ce que vous pensez, Roger. On ne peut pas le modifier sans le consentement des parties. Très bien, ben c'est bien au moins d'avoir des idées. D'accord. Mais là, c'est pas un licenciement. On se pose un peu là. Hein. D'autres idées il faut, hein, allez-y. Même si vous pensez que c'est une bêtise, on s'en fiche. Il vaut mieux dire des bêtises maintenant que les écrire plus tard. Alors, reprenons et vous verrez que en droit, les termes ont un sens. Les termes ont un sens. Ici, même si c'est pendant la période, le motif n'est pas valable. D'accord, ok. D'abord, la première chose, c'est qu'on va éliminer la problématique du licenciement. Nulle part, pour le cas pratique ici, on vous a parlé de licenciement. La modification ne peut pas se faire en période d'essai. Ok, d'accord. Donc, première chose, n'oubliez pas, les mots ont un sens. Donc, ici, a priori, je relis un quand même, mais a priori, a priori, jamais on ne vous a parlé de licenciement. Comme je vous l'ai dit tout seul, je vous donne tout de suite la parole après Vincent. Juste, je termine ma phrase. Comme je vous l'ai dit, donc les mots ont un sens. Le licenciement, c'est un mode de rupture. Ici, on ne vous donne pas le mode de rupture. Quand on ne vous dit pas c'est un licenciement, c'est une rupture, simplement. D'accord. Je vous écoute, Vincent, ou je vous dis si vous voulez. Oui, moi, du coup, c'était juste par rapport à. En fait, il veut pas modifier, enfin, il veut modifier le salaire et il demande à la personne si elle serait d'accord de baisser son salaire. Oui. Donc, c'est pas, il veut pas modifier la clause, il se renseigne juste pour moi. Et du D'accord. coup, vu que la réponse est négative, il décide de mettre fin au contrat. D'accord. Alors, c'est très bien vu. Très bien vu. On voit ici qu'il n'impose pas la modification. Vous avez tout à fait raison, Vincent. On voit bien ici qu'il n'impose pas la modification. Il informe le salarié qu'il souhaiterait la modifier. Alors, il est un peu plus affirmatif que ça. Hein. Il informe le salarié qu'il va modifier les rémunérations à la baisse. Donc, c'est un peu plus affirmatif. Mais malgré tout, ici, le cas pratique, en fait, il est en train de vous diriger sur une fausse piste. Sur une fausse piste. C'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, il y en a un qui veut modifier une condition essentielle du contrat de travail. Je suis tout à fait d'accord pour ceux qui m'ont dit, oui, le salaire, c'est une des conditions essentielles, on ne peut pas la modifier comme on veut. Ça, vous avez raison. D'accord. Mais le cœur du problème, il n'est même pas là. Alors, c'est Quentin, je crois, qui a demandé la parole. Je vous écoute, Quentin. Oui, moi j'aurais dit qu'il n'a pas le droit de rompre son contrat. Mais le contrat là, on dit pas qu'il est licencié, on dit juste qu'en gros, il l'a quand même fait, le contrat il est rompu parce que moi je pense qu'il a quand même changé son salaire sans son accord. C'est juste que là, enfin, il l'a pas licencié, il a juste fait ce qu'il voulait, même sans son accord, c'est ça, non? D'accord, alors ça, c'est votre position. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir avant que je vous donne la piste pour la solution? Non, c'est tout bon, je prends la parole? D'accord. Alors, si vous voulez bien sûr intervenir, n'hésitez pas. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un peu typique des cas pratiques. On vous donne des informations qui vont vous faire diriger vers un problème. Ici, on vous donne des informations quant à la modification d'un élément essentiel du contrat, la rémunération, et toutes les réflexions que vous m'avez faites, elles sont bonnes. C'est-à-dire qu'effectivement, l'employeur ne peut pas modifier ne peut pas modifier la rémunération sans l'accord du salarié. Donc on vous met là, on vous dirige vers un problème, mais un problème qui n'est pas un problème. Parce qu'a priori, il ne l'a pas forcément modifié, parce qu'il dit qu'il va la modifier, mais que finalement, la réponse intervient assez rapidement et que très rapidement, lui derrière prend une décision de rompre le contrat. Donc, a priori,
priori, la modification n'a pas eu lieu, il n'a pas eu le temps de modifier ça, surtout qu'il lui dit qu'il entend le faire à la fin de la période d'essai. A priori, sa justification pour lui, c'est de lui dire, voilà, à la fin de votre période d'essai, aujourd'hui, l'entreprise rencontre des difficultés, les conjonctures économiques ne sont pas favorables, donc j'entends vous baisser tôt. Ça n'a pas été fait. Quand il n'y a pas eu de baisse, il lui dit, je le ferai à la fin de votre période d'essai. Mais tout le problème ici, et c'est pour ça que je vous dis, ici, il faut bien regarder où on se situe dans le temps. D'abord, la première chose qu'on va se poser comme question, vous allez essayer d'y répondre, quelle est la durée de la période d'essai? Quelle est la durée de la période d'essai? Comme ça, on va savoir où on en est, puisqu'on nous dit qu'on est à la moitié. On va savoir où on est. D'accord? Quelle est la durée de la période d'essai? Alors, Lorraine nous propose 3 mois pour un CDI. Non, en fait, c'est en pourcentage par rapport au temps. Si c'est un CDD, par exemple, ce sera tant de pourcents par rapport au temps total du CDD. D'accord? Ok. Donc, sur ça, vous avez raison. Les modalités de calcul ne sont pas les mêmes pour un CDI et pour un CDD. Quand on verra le CDD après, on reviendra sur le CDD après. Mais ici, nous sommes dans le cadre de ce CDI. Quelle est la durée de la période d'essai pour un CDI? Donc la période d'essai pour un CDI, elle ne dépend pas de la durée, puisqu'il n'y en a pas. C'est un contrat à durée indéterminée, mais elle va dépendre du statut du salarié. Pour les employés, puisqu'on peut avoir plusieurs statuts dans une entreprise, pour les employés, la période d'essai est de 2 mois maximum, évidemment. Voilà, 2 mois maximum, renouvelable une fois. Donc, ce qui veut dire qu'on est à 4 mois maximum. Alors, on parle bien de maximum. Si j'indique dans le contrat que la période d'essai est de 15 jours, bah c'est tout, elle est de 15 jours. D'accord? Mais a priori, on va garder les modalités classiques, c'est-à-dire que pour un employé, c'est 2 mois, maximum 4, puisque 2 mois renouvelables une fois. Pour quelqu'un qui est agent de maîtrise ou technicien, ça sera 3 mois renouvelable une fois. Pour un cadre, ça sera 4 mois renouvelable une fois. Donc, vous voyez que ça dépend non pas de la durée du contrat, puisqu'il n'y en a pas, ça dépend uniquement du statut du salarié. Soit il est employé, soit il est agent de maîtrise, ou soit il est cadre. Donc 2, 3, 4. Renouvelable une fois. Donc, même si ce monsieur n'est pas cadre, qu'il est simplement employé, bon, c'est un poste de technico-commercial, on ne sait pas trop, on nous donne. En tout cas, on ne nous donne pas son statut dans l'entreprise, mais on peut imaginer que notre monsieur B, il est, il est employé et donc il a une période d'essai de 2 mois. Ce qui veut dire que, comme on est au milieu de la période d'essai, on est au bout d'un mois. Donc on est bien à l'intérieur de la période d'essai. Restons sur notre période d'essai. C'est quoi, d'abord, première chose, c'est quoi l'intérêt de la période d'essai? À quoi sert-elle? Elle sert à évaluer les capacités professionnelles de l'employé. Donc, cette période d'essai permet de savoir si l'employé correspond exactement au poste qui lui a été proposé, et aussi permet à l'employé de savoir si les attentes qu'il avait de l'entreprise sont bien celles qu'il a réellement. Donc c'est une période où chacun va un petit peu se tester, chacun va prendre un petit peu la mesure de l'autre pour savoir si effectivement la relation de travail va pouvoir continuer. Donc quand je vous dis notamment, quand je vous dis que la période d'essai, le but de la période d'essai, c'est de tester les capacités professionnelles de l'employé, ce qui veut dire que dans certains cas, la période d'essai n'est plus possible. Imaginons que quelqu'un soit, pour X raisons, dans un CDD de 6 mois, avec une période d'essai, d'accord, et que, suite à ce premier CDD, on lui propose un CDI, comme ça se fait beaucoup, et qu'on remette une période d'essai dans le CDI. Qu'est-ce que vous pensez de cette période d'essai dans le CDI? Est-ce qu'on respecte la vocation, le but de la période d'essai, l'intérêt de la période d'essai? La période d'essai, je vous rappelle, c'est fait pour tester les capacités professionnelles. Si la personne a eu un CDD de 3 mois, 4 mois, 5 mois,
précédemment et qu'on lui renouvelle et qu'on même on la transforme en CDI, il n'y a aucune raison, voilà, il n'y a aucune raison d'intégrer une période d'essai, puisque ça serait un peu, voilà, détourner l'intérêt de la période d'essai, puisque les capacités professionnelles ont été déjà testées. En plus, a priori, elles ont été approuvées puisque le contrat a été renouvelé et transformé en CDI. Si le nouveau CDI devait comporter une période d'essai, n'importe quel avocat la flingue en 2 secondes. Hein. D'accord ? Elle n'a aucune raison d'exister. Ça, c'est la première chose. Donc, la période d'essai, c'est fait pour tester les capacités professionnelles. Elle ne peut être valable que si réellement il y a nécessité de tester les capacités professionnelles. Si la personne change de poste, par exemple, elle était en CDD, voilà, exactement, Maxime, elle était en CDD comme, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, comme commercial, il passe directeur d'agence, bon, là c'est entendable, d'accord, un nouveau contrat, une période d'essai, pas de souci là-dessus, c'est entendable. Mais il faut bien pouvoir justifier que la période d'essai est bien mise en place pour tester les capacités et qu'il y a nécessité de tester les capacités. Ça, c'est la première chose. Maintenant, quels sont les droits et les obligations des parties, employés comme employeurs, pendant la période d'essai? D'abord, quels sont leurs droits? Leurs droits, c'est que chacun a le droit de rompre le contrat sans avoir à justifier un motif de rupture. Donc, l'employé, comme l'employeur, a la possibilité de rompre le contrat sans avoir à justifier d'un motif de rupture. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans ce cas-là? Ben, si. Ici, M. Roger peut tout à fait rompre le contrat parce qu'il est en période d'essai, évidemment, parce qu'il est en période d'essai. Il n'a pas besoin de dire que c'est parce que Monsieur P a refusé la baisse de son salaire. Alors, effectivement, on pourrait, mais c'est compliqué de contester ça, on pourrait se dire, voilà, finalement, Monsieur Roger, il rompt la période, non pas parce que la personne ne correspond pas en termes de capacité professionnelle, mais il rompt le contrat parce que la personne a refusé. Effectivement, là, on est un peu limite. Mais si on fait juste abstraction de cette problématique qui pourrait venir peut-être, je dis bien, il faudra réussir à prouver les choses, il faudra réussir à démontrer que la raison n'est pas une raison professionnelle, mais une raison autre, quoique, parce qu'on a vraiment cette possibilité, voilà, de dire, voilà, on rompt le contrat, je n'ai pas besoin de me justifier pour ça. Il y a quand même une petite obligation. Quelle est l'obligation pour l'un ou pour l'autre, hein, d'ailleurs? Jusqu'à quelques années, on pouvait rompre la période d'essai. Alors, bien sûr, il va falloir évidemment prévenir. Ça peut être simplement avec voilà, le délai de convenance. Effectivement. Alors, ce n'est pas de convenance, c'est de prévenance. Prévenir le salarié. Bien sûr, il faut prévenir, évidemment. Alors, soit vous lui envoyez un courrier en lettre, enfin, soit l'employeur lui envoie un courrier en lettre recommandée, ou même l'employé peut aussi envoyer un courrier à son employeur en lettre recommandée, ou l'informer de façon orale avec une remise de courrier contre décharge. C'est-à-dire que la personne signe un double du courrier en disant qu'elle a bien reçu. Mais une remise en main propre contre décharge. Effectivement, Aude nous disait qu'il y a quand même un petit délai à respecter, puisqu'il y a quelques années, le soir, je vous disais, demain c'est terminé, ton contrat est rompu parce que tu es en période d'essai. À partir de là, le lendemain, vous reveniez par là. C'est tout, c'était terminé. On a trouvé que c'était quand même un petit peu brutal. Et aujourd'hui, on impose un délai de prévenance, c'est-à-dire que, alors on n'a pas besoin de connaître, hein, mais par exemple, si la personne est là depuis 1 mois, il faut au moins 2 jours. Si la personne est là depuis moins de 8 jours, on lui laisse une journée.
voilà, il y a un délai. Vous n'avez pas besoin de connaître exactement les délais, mais simplement, il y a un délai qui est laissé aux salariés voilà, pour le temps de s'organiser, hein, en quelque sorte. Et donc, vous prévenez le salarié 2 jours avant la fin du contrat, avant la rupture définitive du contrat. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la période d'essai. On peut rajouter peut-être une chose, c'est que la période d'essai ne se présume pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un CDI qu'il y a une période d'essai. Ce n'est pas parce qu'il y a un CDD qu'il y a une période d'essai de X jours ou X mois. La période d'essai doit absolument être indiquée dans le contrat. Le renouvellement aussi doit être indiqué dans le contrat. Sinon, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Et donc, l'employé comme l'employeur sont privés de leur possibilité de rompre le contrat sans motif. Il y aura obligatoirement une rupture avec motif, et donc un licenciement ou une démission. Donc, le contrat ne peut pas être rompu en période d'essai si la période d'essai n'a pas été indiquée clairement dans le contrat. Ça, c'est la première chose. Autre chose, une période d'essai où on se serait trompé sur la durée de la période d'essai, ça veut dire qu'il n'y a pas de période d'essai. Il n'y en a pas. La clause est réputée non écrite. Imaginons la chose suivante. Ce monsieur, monsieur B, est un salarié, un employé, et l'employeur a mis dans le contrat de travail que la période d'essai serait de 3 mois. On sait bien que la durée de la période d'essai maximum pour un employé, c'est 2 mois renouvelables. L'employeur, lui, s'est trompé et a mis 3 mois. Même s'il voulait le licencier pendant le premier mois, enfin le licencier, pardon, un abus de langage, même s'il voulait rompre le contrat au bout d'un mois, il ne le peut pas. En tout cas, il ne le peut pas dans les conditions de la période d'essai, parce que la période d'essai, comme elle est bidon, enfin, comme il y a un problème sur la durée de la période d'essai, quand on n'a pas respecté les conditions de validité quant à la durée de la période d'essai, ça veut dire que la période d'essai n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas le licencier. Il ne peut pas rompre le contrat, même au bout d'un mois, puisqu'il n'y a pas de période d'essai. Comme il y a une bêtise dans la clause n'existe pas. On peut mettre un coup de blanco dessus, elle n'existe pas, cette clause. Donc si elle n'existe pas, pas possibilité de la mobiliser, et donc pas possibilité de rompre le contrat dans les conditions de la période d'essai. Y a-t-il d'autres questions sur cette période d'essai? Non. Donc, ce que l'on sait, c'est que la période d'essai, c'est la possibilité pour les 2 parties de pouvoir rompre le contrat sans avoir à justifier d'un motif. Ça, c'est la première chose. La période d'essai doit obligatoirement figurer au contrat. La période d'essai doit figurer au contrat dans le but de tester les capacités. Si ça n'est pas dans ce but, alors, encore une fois, elle sera réputée non écrite. Et que la rupture du contrat de travail doit se faire avec un délai de prévenance, un petit délai, donc on doit prévenir de 2 jours, 3 jours, 4 jours, enfin voilà, le délai, c'est pas la peine de connaître tous les délais par cœur, c'est simplement un délai de prévenance, d'accord, qui est une durée, enfin qui est un délai qui est laissé au salarié ou à l'employeur. Voilà pour cette partie période d'essai. Alors, on a un petit questionnaire vrai-faux. Donc, je vais vous interroger. On va dire que ben voilà, j'ai une liste d'élèves sur mon écran. Lorraine va nous répondre à la première question. Lorraine, le contrat de travail pardon, est un contrat synalagmatique et à titre onéreux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je me souviens plus exactement ce que ça veut dire synalagmatique. Ça veut dire que ça doit être signé par les 2 parties, c'est ça? Alors, ça veut dire qu'il engage 2 parties. Voilà, qui engage 2 parties. Et à titre onéreux, oui, puisqu'il y a une rémunération. D'accord, parfait. Effectivement, donc le contrat, c'est bien un contrat synalagmatique, donc qui engage 2 parties. Contrairement, le contraire de synalagmatique, pardon, c'est un contrat unilatéral qui n'engagerait qu'une partie. Alors vous allez me dire, bah, c'est bizarre, un contrat qui n'engagerait qu'une partie. Une donation, par exemple,
Une donation ne fait naître des obligations que pour le donateur. Pour celui qui bénéficie de la donation, il n'a pas d'obligation. À part ouvrir son porte-monnaie et recevoir l'argent. C'est tout. Bon, par exemple, la donation est un contrat, mais est un contrat unilatéral. Ici, ce qui est quand même la majorité des contrats, les contrats qui engagent et qui font naître des obligations pour deux parties, sont des contrats qu'on appelle synalagmatiques. Ensuite, vous avez des contrats à titre gratuit, comme vous avez des contrats à titre onéreux, ce qui veut dire qu'il y a une contrepartie financière qui est donnée par l'une des deux parties. C'est bien le cas ici. Le contrat est bien entre un employeur et un employé, donc c'est bien un contrat synalagmatique, et il est bien à titre onéreux, puisque en contrepartie du travail fourni par le salarié, l'employeur lui octroie une rémunération. Alors, dans ma liste, Quentin, est-ce que vous pouvez me dire si le contrat est un contrat intuitu personae? Je sais plus ce que ça veut dire un tutu personnel. Ouais, c'est normal, c'est le plus dur. Intuitu personae, c'est un contrat qui est fait en fonction de la personne. Imaginons un contrat de vente. Prendre en considération la personne. Exactement, c'est faux. Sauf pour une pub, par exemple. Ben, moi, j'aurais dit que c'est vrai. Je vais vous donner un exemple. D'accord? Je vais vous donner un exemple. J'ai conclu un contrat de vente avec mon voisin, d'accord, pour l'achat de sa voiture. Okay. Mon voisin, malheureusement, je suis désolé de prendre ce cas-là, décède. Le contrat de vente, il a été passé avec le voisin, je suis d'accord. Mais il concerne quoi? Sa voiture. Donc ça veut dire que ses enfants, qui seraient héritiers de la voiture, doivent assumer le contrat. C'est le propriétaire qui doit assumer le contrat. Que ce soit mon voisin, ses enfants, sa femme, ils sont obligés par le contrat. Ici, on a un contrat qui n'est pas un tutu personnel, qui n'a pas été conclu en considération de la personne, mais plutôt en considération de l'objet. Alors qu'un contrat intuitu personnel, comme le contrat de travail l'est d'ailleurs, il est bien fait en fonction de la personne. C'est bien cette personne que je veux, et si cette personne devait disparaître pour X raison, ben, c'est tout, le contrat disparaît avec elle, avec la personne. D'accord? Moi aussi, j'aurais justifié en disant que, par exemple, il y a des fois des personnes qui ont qui ont le même poste et il y en a un qui peut, enfin, au niveau de la négociation de salaire, en fait, en fonction de la personne et de son expérience, peut-être qu'il peut négocier un salaire différent ou quoi que ce soit. Oui, mais c'est surtout que le contrat, il existe parce qu'il y a cette personne. Si cette personne devait disparaître, le contrat n'existe plus. D'accord? Alors que dans d'autres contrats, même si la personne disparaît, le contrat, il est transmis à ses héritiers. C'est l'exemple que je vous ai donné de la voiture, par exemple. Alors que le contrat de travail, si la personne... On sait une chose, si la personne disparaît, est-ce que le contrat continue? Ah non, il ne continue pas, c'est tout. Il est terminé, ce contrat, puisque la personne a disparu. Un contrat de mariage est un contrat intuitu personnel, il n'est pas transmissible. Voilà, vous pouvez peut-être vous mettre ça en tête. Est-ce que le contrat est transmissible? Une vente qui porte sur une chose, le contrat est transmissible aux héritiers. Par conséquent, ce n'est pas un contrat intuitu personnel. OK? Alors, le contrat de travail, Vincent, le contrat de travail est-il un contrat d'adhésion? À votre avis? Non. Ben non, le contrat de travail, effectivement, n'est pas un contrat d'adhésion. Un contrat d'adhésion, on peut donner un exemple de contrat de travail. Il n'y a pas de contrat de travail qui ne soit pas intuitu personnel. Le contrat de travail est un contrat, quel qu'il soit, est un contrat intuitu personnel. Donc, vous m'avez dit, est-ce qu'on peut donner un exemple d'un contrat qui ne soit pas intuitu personnel? C'est ça, non? Si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit. Peut-on donner un exemple de contrat qui n'est un contrat de travail? Donc, on est d'accord que le contrat de travail est un contrat intuitu personnel. Tous les contrats de travail sont des contrats intuitu personnels.
je vous ai dit, un contrat de vente d'un objet n'est pas un contrat à titre personnel parce qu'il peut être transmissible à une autre personne, il peut être assumé par une autre personne. On pourrait même se poser la question, forcément personnel. Non, 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 je vous ai dit, j'achète la voiture de mon voisin, le contrat il a bien été passé avec mon voisin et il porte sur l'acquisition ou sur la cession d'une voiture. Si mon voisin n'est plus là, ben, ça sera le nouveau propriétaire de la voiture qui devra assumer le contrat. Donc il devra me vendre la voiture. Voilà par exemple un contrat qui n'est pas un titre personnel. Parce que l'objet principal du contrat, c'est la vente de la voiture, c'est pas qui me vend la voiture. Alors là, en l'espèce, ça sera mon voisin ou ma grand-mère, qui vous voulez, d'accord. Alors que l'objet du contrat de travail, l'objet principal du contrat de travail, ça sera la force de travail qui sera donnée par une personne. Je vous écoute, Vincent. Mais du coup, pour reprendre votre exemple, si on va dire les enfants de la personne qui est décédée ne veulent pas finalement vendre la voiture, Ils sont obligés. est-ce que le contrat aura obligation, enfin, sera obligé d'être... Oui, Ah, ils seront donc obligés de vendre. bien sûr, ils seront obligés de vendre. Bien sûr. Même si le contrat il est transmissible. Donc, l'action de vente, elle est transmissible. Et ici, en l'occurrence, les enfants auront l'obligation de me vendre le véhicule. Imaginons que il y a un certain nombre de contrats comme ça que vous récupérez, tout simplement. Imaginons que vous louez, oui, ben, par exemple, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, vous êtes en Pax, vous êtes paxé avec votre copine ou votre copain, vous louez une maison. Le contrat de location a été fait au nom de votre copine. Allez, je parle de Vincent, d'accord. Vous êtes avec votre fiancé, vous êtes paxé avec votre fiancé, puis le contrat de location de la maison que vous occupez a été fait par votre copine. Donc le contrat concerne votre ami et le bailleur, d'accord. Et ben, le contrat est automatique. Si malheureusement, c'est souvent encore la personne qui disparaît, hein, si malheureusement votre ami devait disparaître, ben, ce contrat vous est transmis au moins pendant un an. Quand le contrat de location, il est transmis au paxé survivant pendant au moins un an, donc vous pourrez continuer à occuper la maison pendant au moins un an. Donc vous voyez, ici, on a encore un contrat de location qui n'est pas un contrat intitulé personnel, qui est un contrat qui porte sur la location et quelle que soit la personne. Voilà un autre exemple. Alors, concernant rapidement, avant de vous laisser pour aujourd'hui, le contrat d'adhésion, on sait que le contrat d'adhésion, qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'adhésion? Un contrat d'adhésion, c'est un contrat dans lequel les clauses ne sont pas négociables entre les parties. Quand vous allez souscrire une ligne de téléphone, vous ne pouvez pas commencer à discuter avec SFR ou Orange des clauses du contrat. Les contrats sont déjà pré-imprimés, vous les signez, basta, et c'est tout. Alors que les clauses d'un contrat de travail sont tout à fait négociables entre les deux parties. D'accord ? Elles sont négociables quant à la durée du temps de travail. Alors même si l'employeur, lui, cherche ça, dans tous les cas, ça peut toujours être négociable. C'est négociable au salaire. Hein. L'employeur va vous dire, bah voilà, moi je vous propose 15 € brut de l'heure. Vous dites, bah, avant, monsieur, voilà, j'étais sur un autre poste à peu près similaire, j'étais à 17 €. Est-ce que vous ne pourriez pas vous aligner ou faire un effort sur la rémunération? Et puis on va en discuter. On tombera d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, c'est possible de négocier. Voilà pour la question concernant le contrat peut-être à durée déterminée ou indéterminée. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous poser la question. Oui, effectivement, c'est le CDD, le CDI, le contrat peut être à temps partiel. Oui, effectivement. Pareil, le CDD ou même le CDI est un contrat, peut-être un contrat à temps partiel. On va rapidement terminer ce petit exercice comme ça. On reprendra aux 4 la prochaine fois, puisque les questions suivantes ne sont pas très compliquées. Même le CDI de droit commun fait l'objet d'un contrat écrit? Non. Je crois que
qui a été notre propos introductif, le CDI de droit commun ne fait pas l'objet obligatoirement, donc ne doit pas obligatoirement faire l'objet d'un contrat écrit. Alors on sait que dans la pratique, 99,99% des contrats, même en CDI, font l'objet d'un écrit, c'est quand même plus facile. Le salarié peut être une personne physique ou une personne morale? Non. Puisque c'est un contrat intuitu personnel, il me faut une personne. Le salarié est obligatoirement une personne physique. Je ne peux pas employer une société à travers un contrat de travail. Non. Si le contrat porte entre deux sociétés, on aura un contrat de mise à disposition de salariés, d'accord, mais en tout cas, ça n'est pas un contrat de travail. La salariée enceinte ne doit pas signer de contrat de travail. Bon, vous imaginez bien que c'est largement faux. Le fait qu'une salariée soit enceinte ne peut pas avoir d'influence sur la possibilité de signer un contrat ou pas. Voilà pour ce petit vrai-faux, là, très rapidement, qui a permis au moins de revoir la notion de contrat intuitu personnel, parce que c'est une notion qui n'est pas facile. Ça, je le conçois, se représenter. Mais en tout cas, ça nous a permis de faire le point là-dessus. Y a-t-il des questions? Moi, je voulais savoir ce qu'on allait faire comme TD après celui-là, parce que du coup, pour pouvoir préparer, s'il vous plaît. Regarde dans notre liste. Alors, c'est le chapitre sur la protection sociale que nous allons faire. Merci. Ça marche. Je ne vais pas nous occuper des heures et des heures, mais on ne va pas y passer juste une petite heure pour ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Ciao.